merci de m'avoir invité et d'être parmi vous aujourd'hui parce que vous savez toute ma passion pour les PID et le plaisir que j'ai d'être avec mes amis pneumologues. Alors, je sais pas si ça passe. Et je félicite Dr Khaled pour son excellente conférence qui me facilite énormément la tâche parce que j'étais un peu angoissée. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette conférence. Alors, le problème avec les PID et pour les connectivites, c'est la morbidité, la mortalité qu'elle va entraîner dans les connectivites. Alors nous, en médecine interne, la situation classique, c'est qu'on a une connectivite et qu'on va rechercher une PID, donc c'est très facile, on a le diagnostic et le traitement va suivre. Les difficultés auxquelles on peut être confronté, c'est quand on est en pneumologie et qu'on a une PID qui va précéder le diagnostic de connectivité, ou encore, situation plus difficile, comme l'a dit notre collègue, c'est quand on a une PID, on a des stigmates d'auto-immunité et que nous, en médecine interne, on nous demande de faire un diagnostic, on leur dit non, non, il ne répond pas aux critères de classification. Et là, on va plus s'entendre parce qu'on ne va pas résoudre le problème du patient. Alors, le guide, notre fameux guide de diagnostic et prise en charge de la FPI recommande donc, de faire un examen clinique, un interrogatoire, une biologie de base pour rechercher une étiologie sous-jacente et en immunologie de faire les antinucléaires, anti-CCP, facteurs rhumatoïdes et il est suggéré de faire les enfants. Alors, est-ce que le fait de faire ces anticorps, cette recherche, a un impact sur le risque d'avoir une connectivite ou une vascularité? Cette méta-analyse, portant sur 9 études, 1950 PID, montrait que chez les patients qui avaient un anticorps antinucléaire positif, le risque relatif d'avoir une connectivité était de 7 fois plus de risque, et pour l'anti-MPO, le risque s'élève à 20, le risque d'avoir une vascularité. Et lorsqu'on poule lorsqu'on poule les deux, on a un risque au-delà de 10. Alors, est-ce qu'avoir un anticorps antinucléaire veut dire qu'on a une connectivité? Deuxième question à laquelle on est confronté en RCT. Là, cette étude, donc cette méta-analyse sur la recherche d'anticorps antinucléaires chez les sujets sains, apparemment sains, donc montrer que le seuil à partir duquel le risque relatif, le cut-off à partir duquel on peut parler de risque relatif de connectivité significatif, il était fixé à 1 sur 320 et c'est pour ça que dans l'IPAF on retrouve ce chiffre de 1 sur 320 pour les anticorps antinucléaires. Alors, les anticorps antinucléaires s'observaient étaient associés aux connectivites essentiellement chez des patients plus jeunes. Et là, je reviens sur Tara. Nous, en médecine interne, jeune, c'est 20-30 ans, mais en pneumologie, jeune, c'est moins de 70 ans, par référence à la FPI. Donc, on est d'accord que c'est plus jeune que 70 ans. Mais 60 ans, c'est jeune en pneumologie. Donc, non-fumeurs, avec des manifestations systémiques. Mais si on prend les patients, cette cohorte de 608 patients qui avaient une PID idiopathique, sans aucune autre manifestation qu'un anticorps, comparé à un groupe de FPI, il n'y avait pas de différence sur la survie. Donc, le fait d'avoir l'anticorps tout seul ne semble pas impacter la survie des patients. Par contre, dans cette étude, portant sur 512 patients ayant une PID jugée idiopathique, mais là, le panel d'anticorps recherchés était plus large, avec antinucléaires, CCP, facteurs rhumatoïdes, mais aussi ENA, DNA et ANCA. On retrouvait 138 patients qui avaient des anticorps positifs et il ressort que les patients qui ont reçu, pour une raison indéterminée, un traitement immunomodulateur, on ne parle pas de patients qui ont une connectivité là, avaient un meilleur pronostic et donc une meilleure survie à 5 ans. Peut-être cela sous-entend qu'il y a des patients qui n'ont que l'anticorps comme manifestation d'auto-immunité et que, comme l'a dit le docteur Khaled, ces patients-là pourraient bénéficier de thérapeutiques immunomodulatrices et avoir un meilleur pronostic.
Ça, c'est à confirmer sur de plus larges séries. Alors, comme on l'a vu, on a des anticorps qui vont correspondre aux différentes pathologies. L'antinucléaire, on le voit partout. Après, l'anti-DNA, l'anti-SL dans le plus. Le classique sclérodermie, c'est SL70, centromère ARN polymérase. Le Sjögren, c'est le RO60. Et l'anti-J1 pour le synthétase, ça c'est le basique. On va compliquer. Comme elle l'a dit, on a les DOT. Je veux juste dire qu'en pratique, le DOT ENA n'est pas le même selon les laboratoires. Il y a des DOT à 12, des DOT à 20, des DOT à 25. Et plus le DOT aura d'anticorps à dépister, plus on aura de chance de tomber sur un synthétase en particulier. Alors, si on aborde la sclérodermie, l'intérêt des anticorps, quand on les type, c'est d'orienter également vers des formes cliniques de la maladie. Ainsi, dans les formes diffuses, on a plus volontiers du SCS70, de l'anti-ARN polymérase 3 ou de l'U3-RNP. Dans les formes limitées, plus d'anticentromères, THTO, U11, U12-RNP. Et puis dans les chevauchements avec les myosites, le fameux PMSCL, comme son nom l'indique, l'anti-KU ou l'anti-U1-RNP. Alors, les anticorps associés au risque de PID sont l'anti-STS70, l'anti-U1-RNP, l'anti-THPO et l'anti-U11-U12-RNP. Les anticorps ont également valeur pronostique dans la sclérodermie. Certains anticorps sont associés à un plus mauvais pronostic, comme le THTO pourtant retrouvé dans les formes cutanées limitées, le SCS70, et puis l'ARN polymérase à cause de son lien avec l'atteinte rénale. D'autres anticorps vont à l'inverse être meilleurs pronostics, comme l'anticentromère, l'anti-PMSCL, l'anti-U1-RNP. Dans le Sjögren, les anticorps ont valeur de diagnostic et ils sont très puissants en termes de critères de classification puisqu'ils offrent 3 points à eux seuls sur 4 pour valider les critères acérolar 2016. On parle là du RO60. D'autres anticorps pouvant être positifs, nucléaire, facteur hématoïde et SSD. Mais dans le Sjögren, la plus grande particularité, c'est qu'on a à peu près entre 10 et 30% de patients qui n'ont pas d'anticorps. Et c'est ces patients-là, je vais ouvrir une brèche sur mon sujet favori, qui devraient bénéficier d'une biopsie des glandes salivales accessoires, qui devrait être, à mon avis, systématique dans les pays. Par ailleurs, les anticorps peuvent précéder les manifestations cliniques, parfois de plusieurs années, et peut-être qu'il faut savoir attendre la survenue des autres manifestations pour porter le diagnostic. Et puis, il y a des anticorps qui sont de plus mauvais pronostics, comme le RO52, comme on l'a vu tout à l'heure. Dans les myosites, les anticorps permettent de classer les myosites et de leur donner, disons, des noms différents. On a les anticorps donc, du syndrome des antisynthétases. On a dans la dermatomyosite des anticorps de dermatomyosite sans atteinte pulmonaire et des anticorps comme le MDA5 avec atteinte pulmonaire. On a des anticorps de dermatomyosite avec cancer, LSP2, type 1 gamma. On a des anticorps de chevauchement, on a vu déjà PMSCL, anti-KU et RNP. Et puis des anticorps de myosite nécrosante disséminutaire. Classiquement, on parle d'anticorps spécifiques de myosite et d'anticorps associés aux myosites. Alors, les anticorps associés aux myosites, c'est des anticorps qu'on va trouver dans d'autres collectivités, comme on l'a vu dans les chevauchements. Et les anticorps spécifiques, ce sont ceux des antisynthétases, le MDA5, et puis les autres anticorps qu'on va voir dans la dermatomyosite ou les autres myosites qu'on a vu dans le schéma. Ceux qui sont associés à la PIT, ce sont ceux qui sont en gras, le J1, PSF, PL12, OJ, l'anti-MDA5, et puis ceux du chevauchement, PMSCL, KU, RO52, U1, RNP. Les anticorps ont aussi un impact sur la forme clinique de la maladie, c'est-à-dire que, par exemple, anti-MDA5, on a une classique certifiée d'avoir une PID avec un risque relatif, donc notre ratio de 35, avec en particularité sémiologique de la PID de la MDA5, c'est la présence de condensation vers des polypes, mais aussi de pneumomédiastin. Le PID du syndrome des antisynthétases donc, a la particularité d'être isolé cliniquement, souvent au début, avec l'anti-PL7 et l'anti-PL12. Avoir un pattern UIP avec l'anti-PL7, donc imaginez qu'on peut passer facilement à côté de certains patients,
Le JO1, c'est que 70% de PID. Et puis, on a des anticorps de meilleur pronostic, comme on l'a vu tout à l'heure, PMSCL et KU. La fréquence d'APID est plus rare et il y a moins de progression. Alors, comme on l'a vu, on a des anticorps avec une PID, parfois une UP, qui sont isolés. Et on peut passer, donc peut-être c'est ceux-là qui sont dans l'étude de l'immunomodulateur, peut-être ceux-là bénéficient d'un traitement alors qu'ils n'ont pas encore de critères de classification. Et je reviens sur nos fameux critères de classification. Ils sont très très mauvais pour les myosites. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'ACR et on attend incessamment leurs nouveaux critères. Il y a des auteurs qui proposent de considérer ces patients PID anticorps pendant au moins 1 an comme une myosite, de les traiter en tant que tels et de réévaluer les critères à 1 an. Souvent, on voit apparaître des manifestations dans l'année qui suit. Et puis, la survie à 5 ans est différente selon l'anticorps. Chez les patients anti-JO1, on a une survie assez bonne, alors que chez les patients non JO1, la survie est de 75%. Par probablement, je pense, un retard diagnostique. Alors, est-ce que le fait donc de chercher des anticorps antinucléaires seuls suffit pour éliminer, donc s'ils sont négatifs, pour éliminer une myosite? Parce que nous, dans notre guide, on propose de faire que l'antinucléaire. Alors, cette étude portant sur 165 patients ayant un diagnostic initial de PID hépatique, le fait d'avoir recherché le kit myositis avait permis de modifier le diagnostic dans 8,5% des cas. Et parmi les patients, les 27% de patients à anticorps antinucléaires négatifs, on avait des anticorps de myosite. Et les facteurs prédictifs qui pouvaient être associés à la présence de ces anticorps étaient le fait que c'était des patients non fumeurs et qu'il y avait une DLCO initiale plus basse que les autres. Alors, le FO52, comme on l'avait dit tout à l'heure, il est de mauvais pronostic, et dans cette étude, il est également de mauvais pronostic dans les myosites. Cette étude sur 153 dermatomyosites ayant 80 PID, on avait montré que la présence du FO52 était associée à un plus mauvais pronostic, de même pour le MDA5, alors que le type 1 gamma, qui est l'anticorps du cancer, n'étant pas associé à la PID, n'avait pas un impact sur la survenue d'une PID. Il y avait des scores de sévérité plus élevés en présence du RO52, du MDA5 ou de l'association MDA5-RO52, et surtout un impact sur la survie. Alors, je ne sais pas si vous pouvez un impact sur la survie. Ici, dans cette première carré, alors ici, le RO52, en présence du RO52, on a une moins bonne survie. En présence du MDA5, tout le monde le sait, on a une moins bonne survie. Mais c'est encore pire, lorsqu'on a les deux ensemble, on a presque une très 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 mauvaise survie. Alors, nous n'avons pas inclus le dépistage des kits myositis dans les recommandations. Ce dépistage reste controversé. On a dans les séries à peu près 27% de positivité. On a vu l'impact thérapeutique, c'est 8%. Mais lorsqu'on suit ces patients, 42% vont développer une connectivité à un. Et si on veut voir sur ce schéma les anticorps qui sont les plus associés à la PID, et idéalement les rechercher, ce sera les antisynthétases, puis le MDA5, puis PMSC et KU. Les autres sont peu associés au risque de PID. Par contre, il faut comprendre que quand on n'arrive pas à classer un patient, le fait d'avoir fait le kit myositis nous permet au moins de lui donner un point dans le domaine sérologique de l'IPAF. Puisque dans le domaine sérologique de l'IPAF, il y a le facteur rhumatoïde, l'anti-CCP, l'antinucléaire que nous on a recommandé de rechercher, et il y a les anti-NA et le kit myositis. Et donc, grâce à ce kit myositis positif, on peut lui donner un point dans les critères sérologiques. Et s'il a un pattern non UP, il aura 2 points, il sera classé IPAF, ou bien s'il a des signes extra-respiratoires, il aura également 2 points.
Donc c'est là que trouve sa place le kit Myositis. Pourquoi? C'est pas dans le sens de donner une étiquette au patient, c'est dans le sens de lui donner sa chance pour le traitement. Parce que le traitement d'une IPAF n'est pas la même chose que le traitement d'une PID, d'une FPI. Et là, la survie ne sera pas la même. Alors, est-ce que quand on a l'anticorps antinucléaire négatif, on peut éliminer le diagnostic de connectivité? On revient sur cette question. Alors, cette étude portant sur 202 patients antisynthétase et polymyosite dermatomyosite versus 1065 connectivites et autres seins, retrouvait que chez les patients ayant une myosite, un syndrome des antisynthétases, 50% d'entre eux n'avaient pas d'anticorps antinucléaires. Et dans le groupe Sjögren, 30% d'entre eux n'avaient pas d'antinucléaires. Cette étude, en fait, essaie de proposer l'utilisation d'une combinaison anticorps antinucléaires en IFI et anticytoplasmique en IFI pour essayer de rattraper au moins les différents anticorps qui se trouvent dans le cytoplasme et que pourrait échapper à un dépistage par antinucléaire. Et parce que c'est moins cher que d'aller dans les kits d'emblée. Donc c'est présenté dans ce sens, mais je pense que ça peut être intéressant, je ne sais pas, on pourra en parler tout à l'heure avec le Dr Sergen, parce que là on peut rattraper des malades, peut-être à moindre frais, pas faire à tout le monde des kits qui peuvent être coûteux. Alors un mot sur le fameux DFS 70, parce que des fois il tombe dans les résultats. Et donc cette méta-analyse, portant sur plusieurs études, a montré que le fait d'avoir un DFS 70 isolé était protecteur vis-à-vis de la survenue d'une connectivité, donc avec une bonne spécificité de l'ordre de 93%. Donc si on a un DFS 70 tout seul, on est plutôt tranquille sur la survenue d'une connectivité ultérieure. Alors, qu'en est-il de son lien avec les PID? Étude de 260 PID idiopathiques, parce qu'à un moment, on a dit que peut-être que le DFS était lié à la PID. Donc, 260 PID idiopathiques, 49 contrôles et 35 sclérodermies, suivis pendant 2 ans, avec donc contrôle, bilan immunologique, et on notait l'apparition dans les 2 ans de 37 connectivites sur les 260. Alors, la présence d'anti-DFS 70 était essentiellement retrouvée chez les sujets sains, et c'était significatif en faveur donc, de la bonne santé, entre guillemets. Donc, il n'y avait pas de lien avec le pattern PINS idiopathique, il n'y avait pas de lien avec l'UIP idiopathique, il n'y avait pas de lien avec la connectivité, et donc il n'y avait pas de lien avec la sclérodermie. Là, il y avait un petit biais sur le groupe connectivité UP où il n'y avait que 3 patients et on n'arrivait pas à faire la différence statistique parce que l'effectif étant très faible. Donc le fait d'avoir un DFS 70 seul chez des patients qui ont une PID ne veut dire qu'il n'a presque pas de risque d'avoir de connectivité. Alors concernant les anticorps de la PR, alors dans la PR, on n'a que 10% de symptômes respiratoires contre 20 à 60% de lésions au scanner si on le fait systématique. Et dans 20% des cas, l'atteinte pulmonaire va précéder l'atteinte articulaire, parfois de plusieurs années. Parmi les facteurs de risque de PID, on a, comme on l'a vu tout à l'heure, la positivité et un taux élevé de CCP et de facteurs rhumato. Donc, on est d'accord qu'il faut aller rechercher ces anticorps pour avoir comme facteur prédictif de PID, il faut faire le diagnostic de la maladie puisqu'ils font partie des critères. Alors, cette méta-analyse portant sur 29 études, 10 100 et quelques PR, retrouvait un facteur, un CCP qui était positif chez entre la moitié et 95% des patients, avec un risque relatif de PID en présence du CCP de 2,1. Alors, on avait plus de CCP dans le groupe PID et le taux de CCP était plus élevé dans le groupe PID et le cutoff, il est positionné à 52 dans cette méta-analyse, disons au-dessus de 50. Il faut vraiment penser à la PR. Pour le facteur rhumatoïde, un grand registre danois, dont
donc prospectif, 28 ans de suivi, et il montre dans ce schéma, en tout cas, une notion qui est un peu bouleversante pour nous, c'est que le facteur rhumatoïde ne s'élève pas en fonction de l'âge, alors qu'on nous apprend tout le temps ça, et puis que le risque relatif de PR, il est de 3,3 en présence d'un facteur rhumatoïde. Il était significatif également pour la sclérodermie, mais c'était le seuil de significativité. Alors, le risque était majeur chez les femmes tabagiques entre 50 et 69 ans, ayant un facteur rhumatoïde au-delà de 100, avec un risque de PID, de PR à 10 ans, de l'ordre de 30% pour caricaturer. Alors, quand on voit ce schéma, on voit qu'à partir d'un taux de facteur rhumatoïde de 100, le risque de PR est majeur. Mais même à partir de 50, il faut commencer à se méfier. Donc, disons, au-delà de 100, on est presque certain qu'on va avoir une PR, il faut faire très attention. Au-dessous de 100, se méfier entre 50 et 100, mais en dessous de 50, le risque étant faible. Donc, pour les diagnostics, pour les opportunités thérapeutiques, ça peut intervenir. Alors, je vais aborder les encas. Je vous dis tout de suite, les encas, c'est philosophique. Alors, les encas, on a les anti-PR3, les anti-MPO, on est d'accord. PR3 surtout dans la granulomatose avec polyangélite, l'MPO dans la polyangélite microscopique. Et puis, quand on fait les encas dans les PID, on a à peu près 4% de positivité. Et avec un risque d'apparition de vascularite dans les 1 an et demi, disons dans les 2 ans, de 25 à 30%. Particularité, c'est que 10% des PID qui n'ont pas d'encas peuvent développer la vascularite par la suite. Donc ça s'appelle la séroconversion. Et en fait, je pense que ce schéma, c'est le plus beau schéma que j'ai jamais vu dans les vascularites en cas, parce qu'il explique tout. Alors, on va essayer de le suivre. Le PR3, c'est la GPA, et à moindre degré, la polyangite microscopique. La MPO, c'est la polyangite microscopique, la granulomatose eosinophilique avec polyangélite, et la GPA, à un moindre degré. La composante vascularite s'opposera ici à la composante granulomateuse. Et c'est important de comprendre ça parce que le scanner va montrer des lésions différentes en fonction de quelle composante on est. Mais je pense que l'élément le plus intéressant, c'est ce qui est en rose, c'est les encas négatifs qui s'associent à des formes granulomateuses essentiellement et qui s'observent plus fréquemment chez des femmes. Alors, cliniquement, l'anti-PR3 va être associé à des manifestations ORL, à l'atteinte des voies aériennes, nodules pulmonaires, atteinte rénale. Dans la MPO, on a moins d'atteinte ORL, plus de syndrome interstitiel, donc PID, hémorragie alvéolaire, et des atteintes rénales avec des atteintes aussi tubulaires et interstitielles. Et que la PID, en définitive, se voit pas dans le chapitre en cas tout venant, mais dans le chapitre en cas anti-MPO. C'est 45% de PID dans la polyangélite microscopique versus 23% dans la GPA. En plus, les encas ont une valeur pronostique. Ici, c'est une étude sur la survie, sur 10 ans de survie. On voit que les patients qui ont un MPO ont un moins bon pronostic que ceux qui ont un PR3. Le problème, en fait, dans les encas, c'est leur sensibilité diagnostique des encas. 159 PID idiopathiques, encas systématiques en ELISA. La sensibilité n'était que de 50% chez ces patients. En fait, on regarde le tableau, il y avait 2 vascularites dans cette série, et il n'y avait qu'un seul qui avait des encas. Donc 1 sur 2 ayant des encas. Par contre, ce qu'on peut reprocher, c'est le manque de questions qui vont orienter vers le diagnostic de vascularite dans ce pool de questions. Je les ai mis, il n'y a aucun signe de vascularite, aucune question sur neuropathie périphérique, aucune question sur atteinte rénale. Alors en fait, les encas ont une particularité sémiologique. Ils sont plus fréquents dans la polyangélite microscopique.
on a une moindre sensibilité des encas dans la choléangite microscopique versus la granulomatose avec cholangérie, que la positivité des encas se voit entre 4 et 7% des PIB, avec une vascularité qui va apparaître dans un tiers à un quart de ces patients, donc ça fait en total 0,5 à 0,7%, et que peut-être les encas, comme on a dit suggéré de faire des encas, peut-être que les encas devraient être faits en présence d'hémorragie alvéolaire, ou de nodules pulmonaires, ou de sténose des voies aériennes. Je vous ai réconcilié. Mais moi, je vais pousser plus loin. En fait, il existe une variabilité ethnique des encas. Et quand on va se fier à des recommandations, on va être exposé à ce problème, en tout cas en ce qui concerne les encas. Parce que d'abord, vous voyez, en Tunisie, on n'a pas de flèche. Donc, on n'a aucune idée sur les encas prédominants en Tunisie. Mais si on prend les recommandations françaises, vous voyez que le sud de l'Europe, on va dire que France c'est le sud de l'Europe, la prédominance des encas, c'est le profil MPO, 40 à, disons, entre 40 et 41%. Donc, il y a une dominance de MPO, donc une dominance d'intérêt à aller chercher les encas. Par contre, si on prend la zone MENA, le Moyen-Orient, on a une prédominance de PR3. Et là, le PR3, c'est moins intéressant pour le PIB. Donc peut-être, dans ce groupe de patients, c'est moins intéressant. Le problème, c'est que nous, on ne sait pas dans quelle catégorie. Est-ce qu'on est des Européens plus proches de l'Europe du Sud ou plutôt du Moyen-Orient. Donc ça, il faudra qu'on fasse ce travail, je pense qu'il est intéressant. Et par exemple, entre Européens du Sud et Européens du Nord, il y a une grande différence, puisque en Europe du Nord, il y a plus de PR3. Donc, reste à poser la question en Tunisie. Alors, je conclue avec cette plaque. Quand adresser un patient? En fait, en tant que pneumologue, vous allez voir le patient qui va entrer dans la maladie par la PID. Vous devrez faire un questionnaire, passer en revue les différents signes cliniques que vous a présenté le Dr Laab tout à l'heure. Donc, plein de questions à poser, plein d'examens à faire, d'examens cliniques. Puis ensuite, on va passer au bilan immunologique. Si le bilan immunologique est positif, ou si un signe clinique apparaît ou est détecté, il sera adressé en médecine interne. Si le bilan immunologique est négatif, classiquement, on passe en RCP pour discuter donc, des différents patterns du diagnostic radiologique, puis du traitement. Mais il est important de voir ces trois petites boules là en bas, en particulier cette troisième boule. En fait, ne pas oublier que ces patients, si nous, on vous a dit dans un premier temps, non, ils n'ont pas de connectivité, pas de vascularité, on peut s'être trompé, et que le suivi est très important chez ces patients, et le contrôle de l'apparition de signes cliniques, même mineurs, peut permettre de revenir à la case de départ et de refaire un diagnostic. Je vous remercie.